on peut ressentir de la culpabilité par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport à d'autres personnes autour de nous qui sont pas dans la même situation. En fait, la solution, c'est d'avoir une communication ouverte. Tous les autres sujets, on va évoquer la question administrative, la préparation, le logement, l'école pour les enfants, enfin toute l'intégration, le côté social, etc. Donc on parle facilement de ça. Donc je pense qu'il faut parler aussi de la situation financière, en tout cas l'argent, et comment la personne qui est dans la position, enfin la personne qui travaille pas dans le couple, est-ce que ça va être la femme ou enfin est-ce que ça va être l'épouse ou l'époux, d'évoquer cette question de comment on gère l'argent. Tu écoutes Nomadique, le premier podcast qui est dédié aux finances perso en expatriation. Aujourd'hui, je reçois Zorica Spasvenska. Elle est psychologue et on va parler du rapport à l'argent. On va te donner des clés pour que tu comprennes le rapport que tu entretiens avec l'argent en expatriation et aussi des pistes pour pouvoir discuter avec ton partenaire de ces sujets qui sont parfois difficiles à aborder. Je m'appelle Elisabeth Zombelis. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Zori, bienvenue chez Nomadique. Bonjour Elisabeth, merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui de participer à ce podcast. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Dis-moi, selon toi, pourquoi l'argent génère autant de malaise dans nos conversations ? C'est une très bonne question et c'est une super ouverture pour ce podcast. Tout simplement, je pense, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse la toute simple fonction de transaction économique. Aujourd'hui, dans la société, l'argent, c'est plus un moyen d'échange, mais il a pris une valeur symbolique. Il est chargé d'émotions, ça renvoie à nos peurs, ça nous confronte à nos limites, à notre rapport à la réussite, à notre valeur aussi, à notre estime de soi. Donc il y a toute une valeur symbolique et je pense que c'est la chose c'est la chose pour laquelle parler d'argent c'est compliqué, parfois c'est inconfortable, c'est un sujet tabou. Au-delà de ça, il y a aussi ça peut être l'éducation qu'on a eue, parfois une éducation pudique. Imaginons un enfant qui a grandi dans un contexte de difficultés financières, il va peut-être par la suite associer l'argent à une source de conflit, une source de mal-être, donc ça sera par la suite pas si simple de parler d'argent. Après, il y a aussi toute la question de justement le milieu social dans lequel on a grandi. Il peut avoir des croyances qui sont profondes et qui peuvent influencer notre rapport à l'argent. Donc je parle de milieu social, il y a aussi la culture, il y a aussi la religion. La religion qui peut aussi impacter notre rapport à l'argent et ça peut rendre les choses compliquées, notamment dans quel contexte on parle d'argent, comment on évoque, enfin pourquoi c'est inconfortable. Donc ça peut impacter ça parce que l'argent peut être perçu comme bon, enfin quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Donc c'est pas si simple. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui contribuent à ça parce que aujourd'hui, encore une fois, c'est plus juste un moyen d'échange, mais c'est quelque chose ça prend une dimension qui est complètement symbolique et ça prend une dimension qui est aussi assez psychologique parce que ça renvoie à des peurs, des limites, etc. C'est super que tu dises ça parce que ça plante déjà le décor de la complexité du sujet. C'est pas si linéaire, c'est en fait hyper personnel, son rapport à l'argent. Comment est-ce que on arrive à creuser cette question de quel est mon propre rapport à l'argent ? Alors moi j'ai une approche psychanalytique, donc je fais une petite parenthèse psychanalytique parce que je trouve ça assez intéressant de comprendre dans la théorie, dans la psychanalytique et dans la psychologie pourquoi on parle d'argent et comment on parle d'argent. Freud par exemple, il fait référence à la phase anale du développement psychosexuel chez l'enfant. Donc c'est cette période entre 18 mois et 3 ans où l'enfant commence à gérer, commence à être dans le contrôle de ses sensations corporelles. Il est dans le donner et dans le retenir. Donc c'est cette période où l'enfant commence à être propre, à apprendre la propreté et à gérer justement, à avoir beaucoup plus de maîtrise de son corps, et notamment toutes les sensations corporelles.
Donc on est dans le donner et dans le retenir. Quand on parle du donner, c'est le don, c'est la recherche de plaisir, c'est un acte de générosité. On est dans la recherche du plaisir, dans l'approbation, dans l'amour. Donc on peut être dans ce sens-là. Donc notre rapport personnel, ça peut être dans ce sens-là. Et puis dans le retenir, il y a autre chose. Donc on est plus dans la maîtrise, on est plus dans le contrôle. On peut être dans la puissance, on peut avoir un rapport de puissance, de toute puissance, de puissance phallique parfois, donc dans un rapport de pouvoir, de contrôle, et c'est quelque chose qui peut renvoyer aussi à des sentiments d'anxiété. Donc on peut être assez anxieux parce que quand on est dans le contrôle, ça veut dire que on a des sentiments d'anxiété, parfois de l'anxiété forte, ou en tout cas des angoisses quelque chose qui nous angoisse parce que quand on perd le contrôle, on peut être beaucoup dans l'angoisse. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, on va pas trop parler de la psychanalyse parce que c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui, mais je trouve assez intéressant ce rapport de donner, donc donner du plaisir dans la recherche du désir, enfin tout ce qui est le désir, tout ce qui est le partage, un acte de générosité, et puis d'un côté c'est aussi le contrôle, c'est le pouvoir, c'est la reconnaissance, c'est le statut, parfois aussi montrer l'argent qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des crédits, des prêts justement pour montrer quelque chose. On est dans une quête de reconnaissance, on est dans une quête d'approbation, de validation, de regard de l'autre, parce que ça renvoie à un statut social, la reconnaissance, et par la suite à une valeur personnelle. Donc parfois gagner de l'argent ou ne pas gagner de l'argent, ça influence automatiquement notre propre valeur, en tout cas notre perception de notre propre valeur. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, je suis en train de penser à mes proches, mes amis, et dans ce Mm. que tu dis finalement, il y a quand même un lien entre la relation qu'ils entretiennent avec l'argent et leur personnalité profonde. Et ça, je pense que pour les auditeurs, c'est vraiment une bonne question à se poser, de savoir quelle est ta relation avec l'argent et dans ton quotidien, comment ça se traduit et est-ce que ça correspond finalement à plein d'autres choses dans ta personnalité. Est-ce que tu as remarqué que dans une famille particulière, parce que tu mentionnes le milieu social, l'éducation que tu as reçue, tu peux avoir aussi dans un même groupe, une fratrie, des relations qui sont très différentes à l'argent. Tout à fait. Alors ça, je pense que parce que dans une fratrie, la place de l'enfant sera jamais pareille. Donc on a toujours une place, on est investi de manière différente. Ses parents investissent les enfants de manière différente. Et puis aussi, il y a toujours l'évolution. Il y a aussi les souvenirs qui sont assez présents. L'aîné de la famille peut-être a plus des souvenirs d'une période où peut-être la situation financière dans la famille était compliquée. Plus petit, peut-être il n'y a pas assez de souvenirs. Donc c'est aussi quelque chose d'assez personnel, mais aussi un lien avec les souvenirs, avec l'histoire, les expériences passées. C'est tout à fait normal. Moi, j'adorerais parler d'éducation financière des enfants, mais on fera un autre épisode sur ce sujet. Parce que je trouve que c'est vraiment un point hyper intéressant quand on est en expatriation, parce que peut-être on traverse ces périodes difficiles que tu mentionnes, parce que on perd son emploi à l'international, on change de pays, ou on a justement une situation qui est très confortable, et qu'est-ce que ça impacte sur les enfants. Promis, on fera un prochain épisode sur le sujet, sur toutes ces questions de pouvoir et de contrôle. Est-ce que ça a vraiment une incidence aussi sur nos relations personnelles ou sociales? Tout à fait, parce qu'avoir de l'argent, c'est souvent avoir du pouvoir. Être dans une position de pouvoir, et j'ai envie de dire être dans une position de domination. Et ça peut être dans les relations personnelles, ça peut être aussi dans les relations professionnelles, dans toutes les relations familiales, sociales, dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui donne en fait ce sentiment de pouvoir, et parfois ça crée un rapport un rapport dominant-dominé, parce que enfin pour moi c'est vraiment ce sentiment, j'ai envie de dire presque de puissance phallique, parce que ça montre que on peut exercer le pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Est-ce qu'on est conscient de ça quand on a beaucoup d'argent, du pouvoir qui va avec et de la façon dont on l'utilise?
J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui beaucoup plus pour les hommes. Parce que les femmes ont un rapport qui est un peu plus différent à l'argent. Est-ce que tu Alors veux nous expliquer un petit peu c'est quoi oui, la alors différence entre le pourquoi, rapport? oui, justement pourquoi cette différence? Parce que tout simplement, le rapport des femmes à l'argent est souvent marqué par une histoire de dépendance et d'émancipation progressive. Donc un petit rappel historique, en France, jusqu'à 1965, les femmes mariées pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari et elles ne pouvaient pas avoir ouvrir un compte en banque sans avoir l'autorisation de leur mari. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une dépendance financière totale et presque une dépendance aussi psychologique, parce qu'on a besoin d'avoir l'autorisation, on a besoin d'avoir de l'accord de notre mari pour travailler, pour avoir une carrière, pour gagner de l'argent, et puis même pour, tout le côté administratif aussi, d'ouvrir un compte en banque, c'est aussi, on peut pas le faire sans l'autorisation de notre mari. Je pense que les seules femmes qui échappent à cette règle, c'était les femmes célibataires et les veuves. Mais une fois on est marié, on est dans une situation de dépendance totale par rapport à notre mari. Et je pense que c'est une histoire je pense que alors, il faut dire 1965, c'était il y a pas très longtemps. On est en 2025, c'était il y a 60 ans. Donc c'était pas si longtemps et c'est une histoire en fait qui marque, qui a sans doute façonné notre perception de l'argent et la manière dont les femmes aujourd'hui perçoivent l'argent. Il y a des études qui montrent que les femmes, déjà il y a l'éducation. Encore une fois, on arrive à cette question d'éducation parce que en tant que femme, en tant que fille, il y a toujours le syndrome de la bonne élève où on doit faire les choses bien, on doit se perfectionner. Il y a cette question de perfection. Et puis l'argent, il est perçu souvent comme un moyen de consommation et pas comme un levier de pouvoir comparé aux hommes. Donc pour les femmes, ça sera plutôt un moyen qui va leur permettre de bien vivre, de consommer, etc. Mais ça sera jamais associé, alors pas forcément pour tout le monde, j'ai pas envie de généraliser les choses, mais c'est rarement associé au pouvoir. Donc c'est plutôt un moyen de consommation. Et aujourd'hui, il y a des études, encore une fois, qui montrent que les femmes épargnent beaucoup plus que les hommes, alors que elles prennent moins de risques. En tout cas, elles investissent beaucoup moins parce que elles n'ont pas forcément de confiance en soi, parce qu'encore une fois, il y a 60 ans, c'était l'homme en fait qui avait tout ce pouvoir, c'était l'homme qui avait le pouvoir financier dans la famille. Et aujourd'hui, les femmes n'ont pas forcément la confiance en soi pour pouvoir prendre des risques. Et ça veut dire que la question de pouvoir se pose même pas. La question qui se pose, c'est une question de sécurité, de liberté et d'indépendance. Tu sais, tu mentionnes ça, mais on a toutes dans notre entourage, si c'est pas notre mère directement, mais ou des tantes qui étaient très dépendantes financièrement. Moi, je me souviens de ma mère qui me disait, il faudra jamais demander à ton mari 2 euros pour acheter une baguette, il faut travailler. Parce que cette question, c'était presque traumatique pour elles, en fait. Je sais pas si c'est vraiment le terme ou le terme psychologique qu'il faut utiliser, mais c'est vrai que c'était une souffrance qu'elles ont eue, qu'elles ont essayé peut-être de changer avec nous, mais comme on a encore ces exemples autour de nous, c'est très difficile de passer à autre chose. Et tu sais, tu mentionnes les investissements des femmes. Historiquement et statistiquement, les femmes sont de meilleurs investisseurs que les hommes. Donc, il ne faut pas hésiter à se former pour prendre tout ce contrôle. Est-ce qu'il y a une différence quand on change de statut? Tu sais, quand on passe que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'un revenu qui est très confortable à plus rien du tout, peut-être, ou il y a une catastrophe qui arrive et d'un coup, nos revenus changent. Est-ce que du coup, il y a un changement sur le statut social? Ah bah oui, complètement, parce qu'on est tout de suite dans une perte d'autonomie. Perte d'autonomie, on passe de l'indépendance à la dépendance. On perd, on perd aussi un valeur, entre guillemets, valeur personnelle. En tout cas, ça nous touche profondément dans notre ego, dans notre narcissisme, dans notre estime de soi. Donc il y a une baisse de l'estime de soi, il y a une baisse de la confiance en soi, et ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec tout le monde.
Donc forcément, ça impacte la manière dont nous, notre propre rapport à soi-même. On peut se sentir dévalorisé, on peut se sentir démuni, et cette position de dépendance, parfois, ça peut être vécu comme une emprise aussi. Donc effectivement, oui, ça impacte énormément le statut, aussi la reconnaissance, la manière dont on sera perçu par les autres, la manière dont on sera reconnu, la manière dont on sera écouté, entendu. Donc beaucoup de choses peuvent changer. Et c'est justement là où, en fait, quand on parle de domination, c'est justement là, quand on parle de pouvoir, on se rend compte, en fait, du pouvoir de l'argent. En tout cas, d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent. Dans les situations où tu perds justement tout ton statut et le pouvoir qui est accompagné avec ce statut, est-ce que tu as des sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent cette transformation? Alors tout à fait, encore une fois, comme j'ai expliqué, donc il y a le côté symbolique, mais il y a aussi le côté émotionnel. La honte et la culpabilité font partie des émotions qui sont très complexes. Donc on n'est plus dans les émotions primaires, on est dans des émotions complexes qui sont composées de d'autres émotions, d'autres sentiments. Et la honte, elle peut être associée au manque d'argent. Ça peut être aussi, ça suscite de la honte, de la manière dont on va se présenter. C'est aussi une émotion qui est très forte et très inconfortable. Donc vivre avec la honte, ça renvoie aussi à des peurs et des angoisses qui sont très profondes. Et après, il y a aussi la culpabilité. Alors la culpabilité, ça peut être plutôt, alors j'ai envie de dire, quand on a beaucoup d'argent, par exemple, on peut avoir de la culpabilité, on peut ressentir de la culpabilité par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport à d'autres personnes autour de nous qui sont pas dans la même situation. On peut vivre de la culpabilité, j'ai envie de dire inconsciente. C'est pas forcément quelque chose de conscient, mais plutôt une culpabilité inconsciente qui est là, qui nous travaille parce que on se compare aux autres, on pense aux autres, on peut avoir un côté empathique. Ça renvoie un peu à ce facteur d'inégalité parce que l'argent nous confronte aussi à l'inégalité qui existe dans la société. Donc on peut être dans la comparaison, on peut être dans le jugement et aussi on peut être dans la méfiance. Parfois avoir beaucoup d'argent, ça peut créer un sentiment de méfiance par rapport aux autres. Donc c'est toute cette dimension émotionnelle qui est aussi associée à l'argent. Et la peur? Parce qu'on peut aussi avoir beaucoup d'argent et finalement jamais avoir ce sentiment de sécurité parce qu'on a toujours peur qu'il arrive quelque chose ou peur de pas en avoir assez. La peur de perte, en fait, là on est dans une composante de la peur de manquer, la peur de perdre l'argent. On peut revenir à cet exemple de l'enfant qui a grandi dans une famille qui était dans une situation financière compliquée. Et pour cet enfant, l'argent va être toujours associé à une source de mal-être, une source de conflit. Mal-être, ça veut dire par la suite peur de manquer de quelque chose, de cette sécurité financière, mais aussi sécurité émotionnelle, et la peur de perdre en fait cette sécurité. Donc, on peut avoir un état assez anxieux qui crée en fait cette peur qui façonne aussi par la suite notre manière de gérer l'argent, de l'investir, de le garder, parce que il y a aussi le côté symbolique, c'est aussi la sécurité émotionnelle. Je pense beaucoup à des personnes âgées aujourd'hui qui ont connu des situations économiques très difficiles, qui ont connu la guerre et qui ont tendance à garder beaucoup d'argent à la maison, beaucoup du cash à la maison parce que d'une certaine manière ça les protège. Et ça les protège contre quoi? Ça les protège contre l'incertitude, ça les protège presque contre la vieillesse parce que plus on vieillit, plus on a des difficultés de santé, des problèmes qui peuvent arriver, on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. Donc l'argent occupe cette place de protection, ça me protège contre quelque chose. Et presque dans l'imaginaire collectif, chez les personnes âgées par exemple, c'est aussi ça nous protège contre la mort. Et c'est assez intéressant parce que on le voit, plus on vieillit, plus on devient, enfin, on est dans le contrôle de ça, on garde l'argent, on le met à la maison, presque on a envie de savoir qu'il est là et que peut-être que ça va nous protéger.
Et encore une fois, on est vraiment dans l'imaginaire et dans l'imaginaire inconscient, dans l'imaginaire collectif, parce que ça arrive assez souvent et ça arrive quasi chez toutes les personnes âgées. Comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ces émotions négatives par rapport à l'argent? Ah, c'est une très très bonne question. Comment on fait pour se détacher? Alors je pense qu'il faut avoir aussi il faut s'éduquer. Enfin, alors je sais pas dans quelle mesure c'est possible de faire ça, mais on parlait tout à l'heure des femmes. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui ont pris des postes de pouvoir, qui ont pris des postes à responsabilité, qui ont cette fonction de leadership, qui ont compris en fait comment on peut avoir de la confiance en soi, comment on peut se faire confiance et comment on peut prendre le risque et pas avoir peur de l'échec. Et je pense que ça vient par une éducation. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'on disait que parler d'argent, c'est un sujet inconfortable, parfois difficile à aborder, etc. Mais juste le fait qu'on en parle aujourd'hui, toi et moi, ça montre que on arrive aujourd'hui à parler sur les réseaux sociaux. Il y a quand même cette nouvelle dynamique qui s'installe dans la société où on peut en parler. On parle de l'investissement, on parle de la gestion de l'argent. Et je pense que ça passe par une éducation. Et plus on est éduqué, plus on arrive à comprendre aussi ce que ça représente l'argent. Qu'est-ce que ça représente pour nous. On peut faire aussi une petite analyse de soi-même, une petite introspection. Qu'est-ce que ça représente, à quoi ça renvoie, est-ce que ça renvoie à mon enfance, à mon histoire, mon passé, et puis comment je peux m'éduquer, comment je peux comprendre en fait ce que ça représente l'argent déjà pour moi, ce que ça représente dans la société, et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc pour moi, ça passe par l'éducation. Ça nous permettra aussi de prendre un peu de distance avec tout le côté symbolique, personnel, valeurs personnelles, etc. Et se dire, c'est aussi un moyen déjà d'échange, c'est un peu sa fonction traditionnelle, mais aussi un moyen qui me permettra d'avoir une qualité de vie, d'accéder à certaines choses dont moi j'ai besoin. Et voilà, pour moi, ça passe par l'éducation. Et puis en fait, atteindre une liberté financière te permet aussi de faire de belles choses, d'atteindre tes objectifs, de définir ce que c'est la liberté pour toi et aussi de soutenir des associations, d'aller beaucoup plus loin en fait dans ce qui vient naturellement chez toi. Heu, Ça devient un outil en fait pour moi de libération personnelle. Ça peut devenir en tout cas un outil de libération personnelle, quelque chose qui nous permettra d'avoir le contrôle de sa vie, de se sentir autonome, de se sentir puissant, de se sentir capable, de se sentir confiant, et voilà, de pas être limité par des attentes sociales ou familiales ou autres. Est-ce que tu vois des pressions qui sont quand même assez négatives quand une personne décide de reprendre le contrôle, sur sa situation, sur son rapport à l'argent, de devenir, financièrement indépendant? Comment est-ce qu'on gère la pression négative de l'entourage? Ça arrive parce que, encore une fois, on peut être beaucoup dans le jugement, on peut être beaucoup dans la comparaison. Et quand on rentre dans cette dynamique de jugement, on peut se sentir vite le regard de l'autre. Ça nous touche, hein, ça, on le sait tous qu'on est assez facilement impacté par le regard de l'autre. Donc c'est vite quelque chose qui peut être déstabilisant psychologiquement. Après, c'est important de pouvoir aussi prendre du recul, de savoir pourquoi on fait ça, quel est notre objectif, quelle est notre motivation en fait derrière cette quête d'indépendance et de réussite financière, et puis comprendre que ça touche les personnes dans tout ce qui est dans leurs limites, dans la question à la réussite et aussi dans leur ego. Donc ça peut être autant c'est déstabilisant pour nous, c'est aussi déstabilisant pour les autres. Donc comprendre que le fait de chercher la réussite, en tout cas la réussite financière, pour beaucoup de personnes, ça va renvoyer à quelque chose une limite personnelle, une limite qui est associée à des angoisses et des craintes et des peurs qui sont profondes et qui sont parfois aussi inconscients. Donc ça peut être déstabilisant et puis ça va passer par un comportement défensif. Les personnes autour de nous peuvent être sur un mode défensif avec beaucoup de jugement.
Et une fois on est dans la compréhension de ça, ça nous permet un peu de se détacher de cette position de jugement et de se sentir, peut-être de ressentir le jugement, mais que ça nous impacte pas profondément, ou que ça va pas impacter notre recherche, notre démarche d'avancer, de progresser dans ce sens-là. Tu travailles avec des expatriés. Avant qu'on discute vraiment de la relation de l'argent en expatriation, est-ce que tu peux déjà nous expliquer quelle est la différence entre un psychologue classique et un psychologue qui travaille avec les expatriés? Alors, déjà, les psychologues, on a tous une formation de master. Alors en France, après dans le monde, c'est différent. En France, déjà, on a tous un master de psychologie. Donc ça peut être un master de psychologie clinique, de psychopathologie, c'est mon cas. Après, ça peut être aussi master de psychologie sociale, du développement, plus avec une approche cognitive, focalisée sur le comportement. Aujourd'hui, il y a la thérapie CBT, donc enfin tout ce qui est le CBT? comportement. Enfin tout ce qui est le comportement, behavior therapy. Donc c'est plus euh, psychothérapie du comportement. C'est pourquoi j'explique tout le parcours pour devenir psychologue, parce que il n'y a pas vraiment de spécialisation en expatriation. D'accord, donc on n'aura pas des cours à la fac de l'expatriation. Ce qu'on peut avoir, c'est des cours de psychologie interculturelle ou de psychologie transculturelle. Et encore une fois, c'est un choix, c'est pas forcément une spécialisation. Donc le master, il sera pas dédié complètement à la psychologie interculturelle. Par la suite, il y a des diplômes universitaires qu'on peut avoir, mais c'est quelque chose qui nous permet de se spécialiser dans ça. Ce qui fait la spécificité d'une psychologue, d'un psychologue qui travaille avec les expatriés, la plupart du temps, le psychologue ou la psychologue elle-même, elle est expatriée. Donc c'est mon cas. Donc moi, je suis expatriée depuis 13 ans. Donc j'ai cette connaissance de ce que c'est. J'ai mon parcours aussi de vie personnelle et professionnelle. Donc j'ai une compréhension de ce que c'est être expatrié, de toutes les difficultés qu'on peut vivre à l'expatriation, les défis, les challenges, les problèmes auxquels on va être confronté. Donc on est dans une compréhension profonde de ce que la personne en face de nous peut vivre et toutes les difficultés auxquelles elle peut être confrontée. Au-delà de ça, je pense, ce qui est important, c'est de comprendre en fait cette posture interculturelle. Donc moi, je me suis formée beaucoup à l'interculturalité à l'université, parce que c'est quelque chose qui nous permet en fait de travailler avec des personnes qui ont des cultures différentes. Et quand je parle de culture, c'est pas forcément le pays d'origine, mais c'est aussi la culture interne. La culture, c'est quelque chose c'est notre personne, c'est notre vision du monde, qui est basée sur toutes nos expériences passées, dans notre enfance, le contexte dans lequel on a grandi. Donc c'est toutes ces choses-là qui influence et qui contribue à la construction d'une culture interne. Et la posture d'un psychologue qui a cette approche, ça veut dire qu'il peut s'adapter à toute personne, et on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les connaissances par rapport au pays d'accueil, parce que dans tous les cas, on peut pas savoir exactement toutes les parties, enfin toutes les spécificités de la culture du pays d'accueil de notre patient. C'est impossible. Enfin, c'est impossible d'avoir toutes ces connaissances. Mais en ayant cette posture, ça nous permet facilement de comprendre ce que la personne vit, d'avoir cette compréhension et de s'adapter et de pouvoir l'accompagner dans son cheminement et dans son parcours d'introspection, de travail psychologique. Je trouve ça hyper important de voir un psychologue qui est spécialisé dans un domaine particulier. Que en tant que patiente potentielle, parce que ça, on en avait déjà discuté en off avant l'enregistrement d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas traversé un moment de ma vie qui était assez compliqué. Et en fait, j'ai pas consulté de psychologue. J'aurais dû, parce que ça aurait permis d'accélérer beaucoup de choses. Et en fait, ma peur principale, c'était de devoir expliquer au psychologue en face de moi pourquoi c'était difficile. Et je pense qu'il y a des étapes particulières de l'expatriation qui sont quand même assez difficiles à vivre. Et devoir expliquer à la personne avec qui on discute pourquoi c'est difficile, ça met tout de suite des barrières. Est-ce que tu veux parler un petit peu des points charnières de l'expatriation qui peuvent être très compliqués à vivre et les moments où tu conseilles de consulter?
Alors je pense ça arrive à tout le monde. Les premiers quelques mois de l'expatriation, c'est la lune de miel. On appelle ça la lune de miel parce qu'on est vraiment dans une découverte du pays, de toutes les nouvelles aspects de cette nouvelle vie, enfin de tous les nouveaux aspects de cette nouvelle vie. On est dans la découverte, dans le plaisir. Donc c'est nouveau, c'est intéressant. On est dans l'excitation presque, dans la jouissance. On appelle ça en psychologie la jouissance. Donc c'est chouette. Ça va durer quelques mois. Et puis au bout dans certains temps, hein, j'ai envie de dire peut-être 6 mois, 7 mois, ben, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a un changement de dynamique. Il y a parfois un vide qui s'installe. C'est une période passagère, d'accord. Donc c'est pas quelque chose qui persiste. Mais il y a un petit moment de vide. Il y a un petit moment de questionnement, de doute qui s'installe parce que on sort en fait de cette période d'idéalisation parce qu'on peut être beaucoup dans l'idéalisation dans un premier temps et après les choses se mettent en place petit à petit, on commence à voir cette nouvelle vie de manière différente parce qu'on peut commencer à avoir des petits soucis, des difficultés administratives, financières aussi, l'intégration. Peut-être ça se passe pas très bien ou c'est pas si facile de s'intégrer dans la société. On peut avoir mal du pays, on peut être très loin de notre famille, de nos amis. Donc le cercle social c'est très important. Et puis donc voilà, une fois on a passé cette période d'idéalisation, parfois il y a ce petit moment de vide qui s'installe et parfois on a besoin d'aide à ce moment-là. Donc ça je pense que tout le monde tous les expats passent par ce moment-là. Donc parfois, si c'est quelque chose qui persiste, si c'est quelque chose qui est source de mal-être, de souffrance, peut-être qu'il faut consulter à ce moment-là pour être guidé. Alors je sais pas si ça va devenir une vraie thérapie ou une thérapie à long terme, mais peut-être un soutien plutôt, j'ai envie de dire plutôt un soutien psychologique ponctuel qui arrive à un moment précis dans l'expatriation, qui donne un peu un boost, un coup de boost pour se remettre et puis continuer et réussir son expatriation. Donc ça, je pense que c'est un moment assez important. Après, je pense à mon expérience personnelle. Il y a un moment quand on est quelques années dans le pays, on commence à être bien intégré, on commence aussi à apprendre des aspects de la culture ou de cette nouvelle de cette nouvelle vie, ce nouveau pays dans lequel on est. Donc on commence à avoir des habitudes, etc. Et puis là on commence à questionner notre identité. Je pense qu'il y a un travail identitaire en fait qui se met en place parce que parfois quand on rentre dans notre pays d'origine, ben on se sent pas forcément à notre place. Et puis on se trouve dans une période un peu entre deux. Dans le pays d'accueil, on se sent étranger, enfin c'est pas notre pays d'origine, c'est pas notre pays, donc il y a clairement cette différence. Mais quand on rentre chez nous, il y a aussi des doutes. Bon, je pense qu'il y a ce processus, enfin ce travail identitaire qui commence à se mettre en place, et ça, je pense que ça arrive un peu plus tard dans l'expatriation. C'est pas tout de suite. Je pense que tu as raison là-dessus. Sur ce point-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'en parle jamais de ton identité au retour. Je pense qu'il y a une idée hyper romantique sur je rentre à la maison, ça va être superbe. Et en fait, on oublie qu'on a passé des années à l'étranger, qu'on a changé et que il faut se réadapter à notre culture de départ. Et c'est intéressant parce que pour moi, ce que je voulais dire, c'est aussi des petits passages dans notre pays d'accueil. Donc c'est pas forcément on reste en expatriation, mais on passe un certain temps dans notre pays d'origine pour des vacances, etc. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose, enfin, au niveau identitaire, qui a commencé à changer. Après, il y a aussi un autre moment où on peut consulter, c'est vraiment quand on parle de retour définitif dans le pays d'origine, parce que là, encore une fois, ça déclenche des processus internes. Ça peut être aussi des conflits internes qu'on peut avoir. Quelles sont les motivations pour lesquelles on a décidé de rentrer dans notre pays de manière définitive. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des moments différents et puis ça renvoie à des problématiques différentes. Et parfois, voilà, parfois on a besoin juste d'un soutien psychologique. Parfois, on se dit, bah c'est peut-être le moment de faire une vraie thérapie
avec de l'introspection, avec des questionnements et des questionnements qui touchent vraiment à des choses assez profondes comme l'identité. Et l'identité, il faut savoir, c'est un processus, enfin, c'est quelque chose qui change, enfin qui évolue. Donc on a un noyau qui est assez solide, un noyau qui est aussi qui est basé beaucoup sur nos origines, nos expériences de vie, enfin nos expériences de vie, enfin les toutes premières années de notre vie, etc. Donc toute relation précoce. Mais après, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, avec nos autres expériences, les expériences sociales, et puis dans l'expatriation, bah forcément, il y a un changement assez profond. Donc parfois, ça peut nécessiter, ça demande parfois une vraie thérapie, une analyse qui va aborder cette question-là, et que ça sera pas juste un soutien ponctuel. Refaire le lien avec tout ce que tu as dit au début de l'épisode sur la relation à l'argent. Est-ce que tous ces éléments sont amplifiés ou avec l'expatriation? Ah bah oui, complètement, parce qu'on a parlé beaucoup de la symbolique de l'argent, et on le retrouve en expatriation, sans aucun doute. En expatriation, encore une fois, on peut être très vite déstabilisé. Et tous ces moments qu'on vient d'évoquer, ça veut dire qu'on est déstabilisé dans notre personne. Euh, quand on arrive dans le pays, on peut être très vite, on peut se sentir très vite dépassé par tout ce qui nous arrive, par tous les changements, par le contexte, par la langue, par le réseau social. Par le réseau social. Donc, on peut être très vite déstabilisé, et ça peut être quelque chose euh, qui va nous sortir de notre zone de confort, et on aura besoin de quelque chose pour retrouver le contrôle. Et je pense que l'argent peut jouer un rôle assez important, dans le sens où ça va donner un sentiment de sécurité. Et quand je parle de sécurité, je fais pas forcément référence à la sécurité financière, mais je parle de sécurité émotionnelle. Sécurité émotionnelle parce comme on est très vite déstabilisé dans tous les autres aspects de notre vie, l'argent, c'est peut-être quelque chose qu'on peut contrôler, parce que la plupart du temps, euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut avoir une situation financière qui est stable, et c'est la seule chose qu'on peut contrôler dans notre vie à ce moment-là. Donc on parle de sécurité financière, mais on parle vraiment de sécurité émotionnelle. Et puis en revanche, des soucis financiers en expatriation peuvent renforcer ce sentiment d'isolement ou d'anxiété, parce que parfois l'argent, c'est aussi un outil d'intégration dans la société. Peut-être plus facilement s'intégrer dans la nouvelle société, on peut avoir un statut, on peut être reconnu, et si jamais on a des soucis financiers, là ça veut dire qu'on peut prendre cette place d'isolement, ou peut-être on peut se mettre un peu en retrait, et par la suite, donc ça va impacter tout le reste, ça va impacter toute l'expérience de l'expatriation, et on peut le vivre de manière négative. Et comment ça se passe pour les conjoints accompagnateurs? Est-ce qu'ils ont vraiment encore ce sentiment de contrôle et de sérénité émotionnelle quand, leur conjoint, gagne très bien leur vie? Ou est-ce qu'au contraire, elles se retrouvent dans la deuxième situation que tu viens de décrire et c'est très difficile à vivre? Alors on parle peut-être de conjoints et des conjointes qui à ce moment-là qui suivent en fait leur mari ou leur épouse. Peut-être qu'on est peut-être dans ce cas de figure qui arrive assez souvent, et la plupart du temps, malheureusement, c'est les femmes qui suivent, ça on le sait. Des femmes qui suivent, mais des femmes aussi alors je pense que j'ai lu ça quelque part, je pense que soit un peu plus de 70% des femmes suivent, enfin des femmes qui suivent leur mari en expatriation ont un bac+5 ou un bac+4. Et puis il y a ce sentiment, encore on revient à ce sentiment de dépendance financière, dépendance parfois psychologique, parfois un sentiment d'emprise dans quelque chose qu'on peut pas contrôler, une perte d'autonomie, et c'est quelque chose qui va impacter énormément leur estime de soi et leur confiance. On arrive aussi bon, le sentiment de sécurité, peut-être il est là, mais peut-être aussi être questionné, parce que encore une fois, on peut se poser toutes les questions de qu'est-ce qui va se passer si on se sépare.
peut-être la question de la séparation n'est plus du tout envisageable quand on est dans ce cas de figure, et c'est quelque chose qui peut arriver parce que dans la vie on ne sait pas exactement ce qui peut nous arriver. La séparation peut être quelque chose une question qui va être évoquée pendant la séparation, et des femmes qui sont dans une dépendance financière ne peuvent pas se permettre de faire ça parce qu'ils ont aucune sécurité derrière la plupart du temps. Après, donc il y a voilà, donc ça impacte encore une fois l'autonomie, ça impacte l'estime de soi, ça impacte la confiance de soi. On rentre dans un rapport de pouvoir, encore une fois, on revient à cette question de pouvoir, un rapport de pouvoir qui est inégal, parce que, encore une fois, l'argent, symbole de pouvoir, dépendance financière, entraîne un sentiment de perte de ce pouvoir personnel et de beaucoup de frustration dans la relation. Parce que, imagine, alors je parle des femmes, donc il y a aussi bien sûr des hommes qui suivent leur conjointe, mais je parle de femmes parce que statistiquement c'est plus les femmes qui suivent. Donc la conjointe qui va être obligée de demander la carte bancaire, qui va parfois avoir un budget presque comme l'argent de poche, donc on peut être vraiment dans un processus assez infantile, d'être une enfant, donc c'est pas très agréable, donc ça peut être beaucoup de frustration, beaucoup de doutes sur la valeur personnelle. En fait, tu mets le doigt sur beaucoup de sujets dont on discute jamais. Moi, à un moment de ma vie, j'ai suivi mon conjoint aussi, donc je me retrouve vraiment dans tout ce que tu dis. On perd son identité, on devient, du jour au lendemain dépendant financièrement, et ces statistiques sur la majorité des femmes bac+5, je ne savais pas, mais ça montre qu'en fait, on est éduqués, qu'on avait potentiellement des postes où on gagnait très bien notre vie. Et ça crée un rapport, inégal, pas forcément imposé par le conjoint, mais c'est aussi quelque chose où nous-mêmes on se met cette pression-là, et on veut pouvoir retrouver ce sentiment d'indépendance. Est-ce que tu as des conseils pour aider à retrouver petit à petit un sentiment de contrôle sur cette situation? Moi, je pense qu'il y a certaines femmes qui sont dans cette situation, utilisent en fait la situation pour réinventer leur carrière. Donc peut-être parce qu'on est dans un pays d'accueil où on ne peut pas exercer notre métier. Peut-être il y a aussi toutes les difficultés de visa, d'autorisation de travail, etc. Peut-être on ne peut pas exercer notre métier, mais on peut réinventer quelque chose de notre carrière ou trouver des projets personnels qui nous permettront de retrouver une autonomie financière et par la suite à avoir un bien-être psychologique. Donc on peut être dans cette quête, dans un premier temps, un peu de questionnement, de se poser pas mal de questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire dans ces situations. Donc de passer un peu à l'action au lieu de rester dans une situation au lieu de rester dans la passivité où on subit quand on est passif dans cette situation, ça veut dire qu'on subit quelque chose. Au lieu de rester dans cet état de passivité, on peut passer à l'action et se demander qu'est-ce que je peux faire, quels sont les moyens dont je dispose et comment je peux réinventer ma carrière, mon métier, et comment je peux exercer quelque chose, comment je peux avoir un travail qui peut être source de bien-être psychique, de satisfaction. Donc ça peut être un projet personnel, mais ça peut être autre chose. Donc je pense à un moment donné, il faut se poser cette question et peut-être faire un peu le deuil, j'ai envie de dire, de notre carrière, de la carrière qu'on a eue dans notre pays d'origine, ou pas forcément dans le pays d'origine, mais dans un autre pays où on aurait pu, on a travaillé. Donc voilà, je pense se poser les bonnes questions et questionner qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans le contexte actuel, et de pas rester dans cette position passive où on subit la situation, on subit la domination d'une certaine manière. La plupart du temps, c'est un choix aussi qui est conscient, donc c'est une décision consciente. Enfin, les femmes qui décident de suivre leur conjoint, et il n'y a pas d'obligation. Enfin, elles sont pas obligées de prendre ces décisions. Donc, c'est une décision qui est consciente, c'est une décision qui est personnelle. Parfois, ces décisions peuvent être vécues comme un sacrifice personnel. Donc, ça veut dire, je vais mettre à côté pendant un certain temps mon ambition professionnelle. Je vais mettre à côté ma carrière. Parce que j'ai envie de faire ça pour ma famille. Donc parfois il y a aussi dans le couple, il y a aussi des enfants. Faut pas oublier les enfants.
Donc je vais faire ce sacrifice pendant un certain temps parce que j'ai envie de faire quelque chose pour ma famille, quelque chose qui va être qui va être bénéfique pour toute la famille. Donc c'est une décision qui est consciente, c'est une décision qui est personnelle. Par contre, par la suite, parfois, on dit très souvent, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Par la suite, quand on sera en expatriation, on se rend compte que c'est pas si simple. Donc là, il y a tous les sentiments, toutes les émotions. On avait des pertes d'identité parfois, beaucoup de frustration, beaucoup d'inégalités dans le rapport, et parfois on peut se sentir dans une position on peut se sentir assez soumise à la situation. Quand les femmes font ce choix et partent en toute conscience pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, est-ce que tu conseilles d'avoir quand même des discussions dans le couple avant sur toutes les conséquences de l'expatriation et la question de l'indépendance financière? Et aussi, est-ce qu'il y a une façon de préparer ce départ pour que ce soit plus facile à vivre? Je pense que il y a pas demi-solution. En fait, la solution, c'est d'avoir une communication ouverte. Tous les autres sujets, on va évoquer la question administrative, la préparation, le logement, l'école pour les enfants, enfin toute l'intégration, le côté social, etc. Donc on parle facilement de ça. Donc je pense qu'il faut parler aussi de la situation financière, en tout cas l'argent et comment la personne qui est dans la position, enfin la personne qui travaille pas dans le couple, est-ce que ça va être la femme ou enfin est-ce que ça va être l'épouse ou l'époux, d'évoquer cette question de comment on gère l'argent. Je pense que pour moi la solution c'est vraiment la communication ouverte et aborder les questions sans vraiment se détacher, alors j'ai envie de dire se détacher de toutes les choses qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous déstabiliser et aborder cette question de manière sereine parce que c'est important. Je pense qu'il faut avoir une préparation, comme on prépare aussi tout le côté administratif, je pense qu'il doit y avoir aussi une préparation mentale parce qu'on va être confronté souvent à des situations désagréables, à des situations qui vont nous déstabiliser et parfois on peut se sentir très vite frustré. Comment est-ce qu'on peut aborder cette question de manière sereine dans le couple quand son partenaire est un peu réticent? Alors j'ai envie de dire parfois peut-être il faut se faire accompagner si c'est quelque chose qui pose difficulté et que le conjoint est réticent à aborder cette question hein, pour X raisons. Donc peut-être il faut chercher aussi de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il est réticent. Est-ce que ça questionne sa capacité à s'occuper de la famille. Parfois chez les hommes, ça peut toucher à cette notion de virilité, de compétence, des capacités, de quelque chose d'assez narcissique. Est-ce que ça touche ça? Est-ce que la femme, enfin son épouse vient le questionner dans sa virilité, ses capacités à s'occuper bien de sa famille, donc ça peut être ça. Alors, je sais pas, c'est juste une hypothèse, donc peut-être il faut comprendre les motivations et pourquoi il y a cette réticence. Et si jamais c'est trop compliqué, on peut faire appel toujours à quelqu'un professionnel, quelqu'un qui va être. Je parle pas forcément de psychologue, hein, on n'a pas forcément besoin d'avoir un psychologue, ça peut être un coach de vie, quelqu'un comme toi qui a aussi une bonne connaissance de la gestion financière, de ce côté expatriation, donc juste pour avoir des conseils, des conseils de comment se préparer et comment mieux gérer ça. Après bon, il faut avoir encore une fois la volonté de faire tout ça. Ouais, l'important aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir donner des éléments à tous les auditeurs, des pistes pour pouvoir prendre des actions quand on se retrouve complètement bloqué ou dans des situations qui sont quand même assez difficiles. Et je pense qu'on sous-estime vraiment cette question de perte d'identité, de perte d'indépendance quand on suit son conjoint et qu'on part avec cette idée très romantique de l'aventure à l'étranger en famille, de je suis OK de me sacrifier pour l'équipe, à long terme, ça sera magnifique. Et on ne parle pas assez de toutes ces questions, comment les adresser quand il y a des difficultés. Et je pense que un accompagnement permet vraiment d'accélérer sur des points, bon, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je le mentionne beaucoup sur le podcast, de la façon dont un accompagnement peut accélérer une résolution de situation, d'aller beaucoup plus vite, plutôt que de passer 3 ans à chercher, seul et de se retrouver complètement,
embourbés dans des situations qui sont un peu inconfortables. Tout à fait d'accord, oui. Donc c'est important, et chercher de l'aide, en fait, être dans cette demande d'aide, parfois c'est pas si simple parce que encore une fois on peut se sentir démuni, mais on peut se sentir aussi incompétent de gérer la situation seul, et il faut savoir qu'il y a pas de honte, en fait, à demander de l'aide, et que, on l'a tous fait, à un moment donné. Donc il faut juste, se lancer dans la démarche Heu, et se dire que c'est pas grave en fait de demander de l'aide et de se faire accompagner par quelqu'un. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme? Si tu as une situation qui est compliquée en expatriation et que tu laisses traîner? Donc quand on est peut-être dans une situation de dépendance financière, je pense qu'il faut faire, la différence entre l'emprise financière. Et là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout la même chose. On peut être dans une dépendance financière, mais pas forcément être, dépendant ou être sous emprise de notre partenaire. Par contre, il y a bien évidemment des situations où, on peut être sous l'emprise de l'autre personne et quand on parle d'emprise, on parle de violence. Ça existe, hein, mais pas forcément de violence physique, où on peut vivre une sorte de violence psychologique, morale et émotionnelle, et dans quelque chose qui est, beaucoup plus grave. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut, c'est un peu des signes d'alerte, qu'on vit une situation, difficile et qu'il faut, il faut sortir de cette situation. Il faut pas rester dans ce contexte d'emprise parce que on est dans cette perte d'autonomie encore une fois, mais c'est quelque chose qui impacte, notre bien-être psychologique, et de manière très négative. Et je pense que c'est dans ces ça arrive, hein, enfin ça arrive, ça je l'ai déjà vu aussi chez certaines patientes qui se sentent piégées, juste parce que, elles ont pas la sécurité, elles ont pas la possibilité de partir. Pas juste parce qu'il y a les enfants, parce que ça fait des années qu'elles sont à l'étranger, ça fait des années qu'elles travaillent pas, donc elles ont plus le réseau, elles ont plus le réseau professionnel, heu, elles ont plus cette sécurité financière, puis il y a toutes les questions aussi par la suite, la retraite, etc. Donc c'est pas si simple. Donc quand on est, enfin, moi ce qui peut m'alerter en tant que professionnel de santé mentale, quand je vois des patients ou des patientes, euh, c'est justement cette question d'emprise, qui peut être un lien avec la situation financière. Et quand on parle de violence, aujourd'hui en France, dans la loi, on parle de violence financière aussi. On peut parler de violence physique, psychique, morale, mais aussi on parle de violence administrative, c'est quand il y a le partenaire qui cache par exemple les pièces d'identité, etc. Et on parle aussi de violence financière. Et ça existe Quoi et ça ressemble? Est-ce que tu as des signaux, des choses qui peuvent alerter, tout au début et comment ça se transforme quand on est vraiment dans la violence? par exemple, on n'a pas de compte, en banque, on n'a pas de carte bancaire, il faut demander à notre mari, d'avoir la carte bancaire pour acheter quelque chose. On n'est plus la possibilité de faire des achats, on n'est plus dans la possibilité de gérer, de gérer des finances ou je pense que ça commence par ça. Donc c'est toujours important d'avoir son compte bancaire, d'avoir sa carte bancaire, d'avoir de l'argent, qu'on peut utiliser de manière autonome et de manière indépendante. Donc c'est pour moi, c'est des petits signes, qui peuvent nous alerter. Alors c'est pas forcément, tout de suite, automatiquement, ça veut pas forcément dire automatiquement emprise, et violence financière, mais c'est peut-être quelque chose qui peut nous alerter. Et puis, toute cette dynamique dans le couple où il y a pas de communication ouverte, où on se sent toujours, mal à l'aise de demander quelque chose, qu'on doit passer par le mari pour la pour les moindres choses, en fait, pour acheter quelque chose, pour acheter quelque chose pour les enfants aussi. Donc voilà, toutes ces choses-là qui peuvent alerter, et quand on commence à se sentir vraiment mal, quelque chose, je crois vraiment dans l'intuition et les choses
qu'on peut pas forcément verbaliser, mais que quand on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, on le sent, on le ressent dans le corps, on le ressent dans la poitrine. Enfin, on ressent il y a ce sensation qu'il y a quelque chose qui va pas, hein, même si on n'arrive pas forcément à mettre des mots sur ce qui se passe. Enfin, on peut être dans la violence. On en reparlera aussi dans un prochain épisode avec une personne qui travaille vraiment sur ce sujet, c'est son métier. Et je pense que on devrait en parler beaucoup plus parce que ça permettrait aussi d'éviter des situations catastrophiques et quand ça devient problématique, de savoir, comment on s'en sort. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dépendance financière chez les femmes et juste un petit parce que j'ai pas envie de finir sur une note un peu peut-être négative. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes expatriées aujourd'hui qui utilisent leur carrière pour et l'argent aussi comme un moyen de se réapproprier leur vie et de gagner en indépendance. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui réussissent très bien l'expatriation et ça leur permet en fait dans le pays d'accueil de se libérer en fait de certaines contraintes, d'arriver à ce statut d'indépendance, un statut qui leur permet d'avoir un pouvoir aussi, un statut de puissance qui renforce, et puis cette indépendance financière qui renforce aussi énormément leur estime de soi, qui leur permet de se sentir très autonome, très puissant, très capable, et ça existe. Et je pense que c'est aussi quelque chose, l'expatriation pour les femmes, ça peut être aussi un vrai outil qui permet de gagner en indépendance, en liberté, en sécurité, et c'est vraiment génial. Voilà, donc je pense que chaque histoire est différente et chaque personne est différente, et c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup plus sur les choses qui peuvent nous alerter ou à quel moment il faut demander de l'aide, mais il faut savoir que l'expatriation peut être aussi un super moyen de gagner en indépendance, en liberté, en sécurité, et un vrai moyen de satisfaction personnelle. Une belle opportunité de se réinventer, professionnellement. Exact. Finalement, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Est-ce que j'ai le temps de l'essayer? De se lancer dans l'entrepreneuriat, de changer complètement de voie. Ça offre une liberté qu'en fait, on n'aurait peut-être jamais eu en restant en France et je te remercie de rappeler, les points positifs après cette fin d'épisode un peu plus, difficile. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux auditeurs aujourd'hui, sur, l'argent et l'expatriation? Je pense c'est de pas avoir peur de l'échec. Ça c'est quelque chose de très français, je pense. Avoir peur de l'échec, avoir peur du jugement, je pense qu'il faut vraiment prendre la distance avec ça et se dire que on peut prendre des risques. Et parfois prendre de risques, c'est juste de la réussite. Quand on prend un risque, on est tout de suite dans la réussite parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous fait peur. Et il faut se lancer. La question de l'argent, on avait compris que c'est quelque chose qui peut qui nous permet en fait d'accéder à une qualité de vie, à de l'indépendance, à la liberté, et je pense qu'il faut se lancer, il faut y aller. Il faut se détacher de nos angoisses personnelles, de nos peurs, de nos craintes, de nos expériences passées, et se dire que ça peut être une belle opportunité, et notamment en expatriation, ça peut être une belle opportunité de gagner un indépendance et de vivre quelque chose, enfin une nouvelle expérience, une expérience qui va être très riche, pas que pas qu'en termes de situation financière, mais riche à tout ce qui est personnel, voilà, tout ce qui touche à l'identité, donc une vraie expérience personnelle très riche. Merci Zori. Est-ce que tu veux, nous présenter un petit peu, ce que tu fais et où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut continuer la discussion? Bien sûr, donc moi, comme j'ai expliqué, donc je suis psychologue clinicienne avec une approche psychanalytique et spécialisée dans l'expatriation. Donc je travaille beaucoup avec des expats qui sont un peu partout dans le monde, et des expats qui sont aussi en France. J'ai mon cabinet qui est à Paris, mais bien évidemment, comme tous les psychologues spécialisés en expatriation, ça passe beaucoup par la visio, donc c'est un moyen d'avoir un soutien à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. Il n'y a pas vraiment de différence entre la thérapie présentielle et la thérapie en visio, parce que ça passe par la parole, ça passe par l'échange, et on se voit, donc c'est quelque chose qui marche aussi très
bien que la thérapie présentielle. Donc moi, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle l'Espace, donc l'Espace cabinet de psychologie internationale, parce que quand je parle d'espace, je parle pas forcément de l'espace physique, mais plutôt un espace psychique, psychologique, un espace qui nous permet d'aborder la question de la santé mentale, de sa propre santé mentale, de manière bienveillante, sans jugement et de manière moderne, j'ai envie de dire, parce que on a envie de briser les tabous autour de la santé mentale et apporter un soutien à toute personne qui a besoin. Donc voilà, donc je suis aussi assez active sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc voilà, c'est l'espace cabinet de psychologie internationale. C'était super, merci Zori. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez plein d'autres questions pour faire revenir Zori sur l'éducation des enfants, comme on en a parlé tout à l'heure, ou bien sur un autre sujet lié à l'expatriation et les finances perso. N'oubliez pas aussi de nous mettre un petit 5 étoiles pour nous aider à remonter dans les recherches sur les différentes plateformes que vous utilisez pour nous écouter. Merci et rendez-vous au prochain épisode.